Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir d'être ici. Je vais commencer par faire quelque chose de très féminin. Je vais m'excuser parce que je ne suis pas très experte des présentations PowerPoint. Parler dans un micro, dans un podcast, c'est très différent de parler devant un public. Mais voilà, merci pour votre bienveillance et pour votre présence. Et merci à Média en scène et au groupe Les Échos pour l'invitation. Donc l'objet de cette petite masterclass, c'est la communauté du podcast et celle de la poudre en particulier. Ce matin, je me suis réveillée avec dans ma boîte mail 2 mails de femmes qui écoutent mon émission et qui me remerciaient. Et ça, c'est quelque chose de quotidien et c'est quelque chose de magique. J'entretiens des relations avec les personnes qui écoutent la poudre qui sont absolument exceptionnelles, que je ne m'attendais pas du tout à voir émerger à ce point. Et c'est une chance inouïe. Et donc, faire cette petite préparation pour Média en scène m'a un peu obligée à me questionner chronologiquement sur finalement comment cette communauté a émergé, qu'est-ce qu'on a fait pour qu'elle existe. Alors, donc on va commencer par un petit retour historique. Comment cette communauté s'est-elle créée ? Alors, je pensais que c'était important de revenir sur la genèse de la poudre. C'est un média donc, que j'ai lancé avec le studio Nouvelles Écoutes, donc, que j'ai cofondé avec Julien Neuville, le 1er décembre 2016. Donc, c'est la mise en ligne du tout premier épisode de La Poudre avec Rebecca Zlotowski, une réalisatrice de grand talent, qui était aussi une amie, ce qui était très pratique pour faire un pilote quand je ne savais pas très bien où on allait atterrir avec ça. C'était un geste de journaliste, et c'était aussi un geste militant, un geste politique. J'ai créé ce podcast pour pallier en fait à trois écueils, 3 problèmes que j'identifiais dans les médias et que j'ai voulu essayer de régler. Alors le premier problème, c'est un problème évident de manque de visibilité dans les médias. Je l'ai découvert finalement assez tardivement. En 2015, je suis tombée sur un chiffre qui était relayé par l'association Prenons la Une, un chiffre issu d'un baromètre qui s'appelle le Global Monitoring Project. Et ce chiffre, c'était la présence des femmes dans les médias audiovisuels au quotidien, c'est 24%. C'est un chiffre qui m'a beaucoup choquée parce que déjà, il est minuscule, 24%, quand on sait que les femmes sont la moitié de l'humanité, on voit bien qu'il y a un problème. Mais surtout, il m'a choquée parce que je n'avais pas réalisé. J'étais journaliste, j'avais 35 ans, j'étais quelqu'un d'informé et je pensais très naïvement jusqu'à maintenant que finalement les hommes et les femmes étaient plus ou moins présents équitablement dans les médias. Ça n'était pas le cas. L'invisibilité des femmes est criante et en fait, elle est invisible. C'est ça le piège en fait, du patriarcat. C'est tellement bien fait qu'on peut traverser une vie entière sans jamais se rendre compte que finalement ces voix qu'on entend au quotidien, qu'on pense neutres, sont en fait à 75% des voix masculines. Donc le geste premier de la poudre, c'est quelque chose de très simple, d'un peu naïf peut-être. Je me suis dit, je vais déverser dans l'espace public des heures et des heures et des heures de paroles de femmes. Ce sera ma façon à moi de compenser un peu cette silenciation quotidienne. Le deuxième geste politique que constituait la poudre, c'était la création d'un safe space. Alors un safe space, c'est une expression qu'on emploie dans le vocabulaire militant, souvent pour parler des groupes de parole non mixtes, qui est une tradition qui est vraiment très ancrée dans la pensée féministe. Le fait de créer une assemblée où il y a exclusivement des femmes permet de libérer la parole, permet de protéger aussi la parole des femmes des contradictions qui seront peut-être chargées de sexisme. Et donc, je l'ai créé en faisant quelque chose de très simple, déjà en créant cet espace non mixte. La poudre, c'est un endroit où seules les femmes s'expriment, mais aussi en essayant d'éviter ce qu'on voit beaucoup dans les émissions de radio, dans les émissions de télé, cette faculté hallucinante qu'ont les journalistes, hommes ou femmes malheureusement, de couper les femmes quand elles parlent. Et vous verrez, si vous commencez à prêter attention à ce mécanisme, c'est flagrant, malheureusement ça n'a pas du tout changé en 4-5 ans. Une femme ne termine jamais sa phrase, jamais. Vraiment jamais.
Elle commence à parler et au bout de 1 minute, dans le meilleur des cas, quelqu'un la contredit, l'interrompt, formule sa pensée à sa place ou alors lui explique la vie. Donc on a ces termes qui sont un peu caricaturaux, on parle de mansplaining, de mansterrupting, qui ont été un peu galvaudés, mais que moi je revendique parce qu'en fait ils sont très utiles, ils décrivent une réalité qui empêche en fait le discours des femmes de s'épanouir librement dans l'espace public. Donc j'ai fait un serment très simple, un serment de journaliste dans La Poudre, c'est de ne jamais couper la parole à mes invités. Et c'est extraordinaire, c'est grisant, parce qu'en fait, c'est incroyable, mais les personnes qu'on interviewe finissent toujours leur phrase. Il y a toujours un moment où l'idée retombe, où la pensée se termine, et cette espèce de crainte que les journalistes semblent avoir qu'on divague ou on ne s'arrête pas, elle n'est pas justifiée. C'est toujours passionnant de laisser une femme boucler sa pensée et terminer sa phrase. Ensuite, mon troisième geste politique, c'était de représenter les femmes dans leur diversité. J'ai travaillé pendant 10 ans dans la presse féminine. Et malheureusement, j'ai mis plusieurs années à me rendre compte que je pensais parler des femmes en général, mais en réalité, je ne parlais que d'une femme, et je ne parlais qu'à une femme blanche, hétérosexuelle, bourgeoise, parisienne, une femme qui a des enfants, qui aime la déco, qui a un mari, qui a de quoi se payer un sac à 1 000 €. Et finalement, c'est une femme qui n'existe pas. Et le fait de placarder cette femme en 4x3 sur tous les kiosques à journaux chaque semaine, ça a un effet en fait extrêmement néfaste, extrêmement oppressant et discriminant pour toutes celles qui ne rentrent pas dans cette catégorie. Et elles sont nombreuses. Voilà, les femmes non blanches, les femmes lesbiennes, les femmes handicapées, évidemment les femmes pauvres aussi. Voilà. Et donc il m'a semblé vraiment nécessaire de faire un effort très conscient, un effort de comptage pour prendre soin de représenter tout type de parcours de femmes, tout type de femmes, et de permettre aux auditrices qui m'écoutaient de s'identifier et d'enfin se reconnaître dans des parcours féminins médiatisés. Donc voilà, c'était l'objectif de base de La Poudre. Et finalement, c'était un acte féministe. Et je pense que en réfléchissant, en fait, je crois que le vrai secret de La Poudre, celui que je vais vous livrer aujourd'hui, c'est que dès le départ, même si j'étais pas certaine que qui que ce soit écoute mon podcast, cette communauté-là, je l'ai imaginée dans mon esprit. C'est-à-dire que je me suis tout de suite adressée aux femmes qui étaient d'accord avec ça. Je ne savais pas si elle existait, je ne savais pas s'il y en avait 500, 5000 ou 50 000 qui allaient adhérer, mais je m'en foutais en fait. Je ne voulais parler qu'à ces femmes qui étaient d'accord avec moi, et j'ai tout de suite inclus un espèce de vous qui était purement dans ma tête au départ, mais voilà, vous savez toutes que ça, c'est important de le faire. Et ce vous a rencontré un public, et je pense que la première leçon, c'est que voilà, de ne pas s'excuser, de tout de suite présenter les choses telles qu'elles sont et de ne pas trop tergiverser. Alors voilà, après on me demande souvent, j'ai beaucoup de jeunes femmes, des étudiantes en journalisme qui viennent me voir en me disant comment on fait pour devenir Lorraine Bastide. Moi je voudrais vous rappeler quand même que j'ai presque 40 balais, que j'ai une assez longue carrière derrière moi et que voilà, ça prend quand même 10 ans de devenir Lorraine Bastide, si ça veut dire quoi que ce soit. Je suis arrivée moi en 2016 avec déjà une très forte présence sur les réseaux sociaux. J'ai très tôt embrassé Twitter, Instagram, et utilisé ces réseaux sociaux-là pour faire connaître mon travail, mes opinions, etc. Donc ça m'a beaucoup aidée. Voilà, je peux être parfois très critique sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, à l'heure actuelle, j'ai supprimé mes comptes personnels parce que j'en avais un petit peu marre d'être interpellée à tout bout de champ. Mais ça reste quand même un outil extrêmement puissant. Et sans ces réseaux sociaux, je pense que je n'aurais pas pu faire connaître La Poudre au moment de sa sortie. Et puis j'avais aussi un réseau professionnel, un réseau médiatique, voilà, des amis, des connaissances, des journalistes qui m'ont soutenue et qui ont relayé avec beaucoup de générosité, beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance mon travail quand il est sorti. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui était un privilège dont je bénéficiais en tant qu'ancienne rédac-chef du magazine Elle, en tant que femme journaliste, par ailleurs aussi blanche, hétérosexuelle, bourgeoise, etc. Enfin, je cumulais beaucoup de privilèges qui m'ont énormément aidée au moment du lancement, et c'est très important de le revendiquer. Et puis voilà, comme je vous l'ai expliqué aussi, j'ai pas menti. J'ai pas tortillé, je me suis pas cachée, j'ai tout de suite revendiqué mon positionnement politique, mon positionnement féministe, et je crois que c'est quelque chose qui m'a permis aussi d'impacter plus profondément la communauté que je visais, parce qu'à l'époque, il y en avait très peu en fait, des médias féministes. Alors avec 4 ans de recul, aujourd'hui, il y en a plein qui se sont créés, et c'est extraordinaire, mais à l'époque, il y avait la newsletter Les Glorieuses qui existait depuis 1 an, il y avait le magazine Chic qui a été vraiment très pionnier, il y a le magazine Cosette aussi dans le
le format papier. Mais finalement, on n'était pas très nombreuses à avoir décidé d'accoler visiblement l'étiquette féministe à un média. Voilà. Ensuite, j'ai aussi cherché très tôt à me démarquer des formats habituels. À ce sujet-là, je voulais vous raconter une anecdote. Quand j'étais au CFJ, donc le Centre de formation des journalistes à Paris, en première année, il y avait une initiation à la radio. Donc, il y avait des professeurs de radio qui venaient de Radio France, qui venaient nous apprendre les rudiments du journalisme radio. Donc, on passait tous et toutes dans le studio, derrière le micro, pour faire un essai-voix. Donc j'ai fait un essai-voix un jeudi matin, en cours d'initiation radio. Au bout de 3 minutes, on m'a dit « Oh là là, non, laisse tomber, trop aigu, trop maniéré, trop féminin, fais pas de radio, fais de la télé à la rigueur vu que t'es blonde, mais oublie la radio. » Je n'étais pas faite pour ça parce que je ne parlais pas comme ça. Je ne cherchais pas à imiter une voix d'homme. Et ça ne passait pas. C'est-à-dire qu'on était encore, et on l'est d'ailleurs encore aujourd'hui, sur cette idée que le neutre, la voix qui rassure, la voix qui informe, doit être une voix avec des caractéristiques plutôt masculines, un ton descendant, une voix plutôt grave. Moi, justement, quand j'ai fait la poudre, je me suis dit, je vais faire différent. Je vais parler exactement comme je parle, avec mon accent parisien pétasse sans l'effacer, avec ma voix aiguë, mes expressions un peu familières. J'ai vraiment très volontairement décidé de faire moi. Et je pense qu'en général, c'est un bon conseil, quoi qu'on entreprenne, d'essayer de faire soi, en fait, parce que finalement, c'est la seule façon de proposer quelque chose de nouveau et d'unique, c'est d'être vraiment soi-même. J'ai aussi eu envie de rassurer aussi l'audience et de créer une forme de familiarité. Je voulais qu'on rentre dans le podcast comme on rentre dans des chaussons. Et ce qui est, je pense, agréable pour les auditrices et auditeurs de La Poudre, c'est que on sait plus ou moins comment va se dérouler l'émission. On sait qu'au bout de quelques minutes, je vais poser des questions sur l'enfance. On sait que je vais toujours conclure avec des questions rituelles, questions de l'utérus. Celles et ceux qui n'ont pas écouté peut-être sont un peu intrigués, mais voilà, c'est une question que je pose à chaque émission. Et finalement, voilà, j'ai voulu créer un rendez-vous, un sentiment d'appartenance, un sentiment de confort qui, à mon avis, a très vite permis aux personnes qui m'écoutaient d'adhérer à l'émission, plus finalement qu'à l'invité. Et ça m'a permis aussi de mettre en avant des femmes qui n'avaient pas forcément un caractère bankable, comme on dirait dans le monde du cinéma, des femmes un peu méconnues, mais que j'admirais, et que les gens écoutaient quand même parce qu'ils savaient où ils allaient tomber, ils savaient qu'ils allaient retrouver leurs repères et ne pas être perdus. Voilà, donc cette communauté s'est constituée petit à petit. Voilà, j'espérais toucher environ 5000 auditeurs ou auditrices quand j'ai lancé le podcast. Aujourd'hui, on est plusieurs centaines de milliers. Et voilà, donc je voulais un peu vous expliquer comment cette communauté, on la fédère, on l'entretient parce qu'elle est là, elle existe, elle nous écoute, mais finalement, c'est très dématérialisé. L'audience d'une émission de radio ou d'un podcast, elle est très abstraite, en fait. C'est des gens qui écoutent, ça ne se traduit pas forcément tout de suite visuellement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien déjà, il s'est passé quelque chose qui m'a beaucoup touchée. C'est que finalement, voilà, un peu comme ce mail de remerciement dont je vous parlais en introduction, les femmes qui écoutent La Poudre en particulier, il y a aussi quelques hommes évidemment qui le font, mais c'est surtout les femmes, ont tout de suite une forme de reconnaissance, en fait, tout simplement parce que dans La Poudre, il y a tous ces présupposés que je vous ai inscrits au départ, voilà, ne pas interrompre, laisser la parole se déployer, représenter toutes les femmes. Et très vite, on a vu apparaître des milliers de commentaires sur l'application Apple Podcast. Je pense, j'espère que je ne me trompe pas, mais je crois que je suis le podcast qui a le plus recueilli de commentaires sur Apple Podcast. Il y a 4500 messages. Et finalement, ça s'est fait d'elle-même, c'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de volonté de la part de la communauté d'affirmer qu'elle y appartenait et de créer un lien en retour avec moi et avec Nouvelles Écoutes. Et ça a été quelque chose de complètement magique qu'on ne s'attendait pas à voir apparaître. Surtout voilà, des témoignages extrêmement forts de femmes qui se sont identifiées à mes invités. Et voilà, donc il y a plus de 110 femmes qui sont aussi dans La Poudre. Et finalement, à chaque fois, à chaque écoute, il y a une espèce d'envie et de désir un peu brûlant derrière de mettre un commentaire, de créer ce retour vers moi et vers le studio. Et puis évidemment, on a aussi très vite eu envie de se servir des réseaux sociaux. À l'époque, c'était pas
pas vraiment évident. Enfin, on était un petit peu en train d'inventer le modèle du podcast. Moi, je venais de la presse féminine et j'avais une expérience assez forte des réseaux sociaux. Je savais à quel point l'impact visuel était important. Et on a réfléchi très tôt à comment faire pour transformer en fait, le contenu du podcast en contenu visuel. Donc on s'est appuyé sur Instagram, alors encore une fois parce que j'avais moi une communauté qui me permettait aussi de le faire et de le faire connaître. Et on a créé des contenus qui prolongent en fait l'émission. C'est-à-dire que ce qu'on va trouver sur Instagram ou sur Twitter ou sur Facebook, c'est pas simplement le contenu de l'émission, c'est par exemple des références culturelles qui vont compléter ce que disent mes invités. On a aussi très vite créé la Poudrerie, qui est une sorte de petit club de lecture où à chaque épisode on propose de lire 3 livres pour prolonger l'expérience. Donc ça peut être les livres de l'invité, mais pourquoi pas aussi des livres qui se rapprochent de son vécu ou de son travail. Voilà, donc il y a eu des recommandations culturelles. On montre aussi des photos un peu coulisses de l'enregistrement, de ma rencontre avec mes invités. Depuis la rentrée, je fais aussi des petites vidéos qui s'appellent Lu et à poudrer. J'espère que vous apprécierez le jeu de mots. Et on a aussi eu envie de valoriser la communauté. Voilà, ces auditrices et auditeurs qui sont impatients, excités à l'idée de communiquer avec leur propre communauté sur ce podcast qu'ils ont aimé. On les valorise, on les repartage, on les remercie aussi parce que voilà, c'est une façon de faire vivre cette communauté et de la faire grandir au quotidien. Puis ça fait aussi beaucoup de bien de recevoir tous ces témoignages d'affection. Et puis, très rapidement, on s'est rendu compte que finalement, un podcast, c'est peut-être le média qui se prête le plus à la transformation en événement. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pensait pas, quand je dis on, je parle de Julien, mon associé, et moi, qu'on ne pensait pas voir émerger si vite. Mais finalement, ça me semble très naturel. Un podcast, en fait, quand on y réfléchit, c'est vraiment parler à l'oreille des gens. On est très très proche physiquement de leur cerveau et très très proche de leurs émotions. Et bien souvent, les mails que je reçois commencent par Lorraine, je te tutoie parce que j'ai l'impression que je te connais super bien. Et je pense que dès l'instant où on a commencé à vouloir transformer la poudre en événement, il y a eu un engouement très très rapide parce que les gens voulaient en fait mettre de la chair et de l'os sur ces émotions fortes qu'ils avaient pu ressentir en écoutant le podcast. Et c'est vrai quand on met un événement en ligne, alors c'est souvent des petits événements parce que je veux que ça reste intime. Voilà, l'idée c'est plus de parler devant des publics de 40-50 personnes et pas devant Bercy. Mais les événements en général sont complets en même pas 1 heure, quoi. Les places partent très 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 vite. Donc voilà, donc on a varié les plaisirs. Qu'est-ce qu'on a là alors, en plus, ce qui est chouette, c'est qu'on peut aussi collaborer avec des lieux. Par exemple, là, c'était le Centre Pompidou à Beaubourg qui s'intéressait à mon travail et qui avait envie de créer une table ronde autour des femmes dans l'art contemporain. Là, c'est le Palazzo, le musée de l'immigration. On a créé une discussion sur les masculinités qui était passionnante. Voilà, là, c'est un petit club de lecture qu'on avait créé pour un épisode autour du livre Moi, Tituba, sorcière de Salem. L'épisode avec Mona Chollet, qui est le plus écouté de l'histoire de la poudre aussi, qui avait été également enregistré en public. Et finalement, voilà, on a réussi à transformer cette communauté en visage, en corps. Et c'est quelque chose d'assez magique. Et à chaque fois, à la fin des événements de la poudre, il y a quelque chose de vraiment physique. Les gens se serrent dans les bras, les gens pleurent, les gens viennent me voir. Enfin, c'est vraiment extrêmement émouvant et très puissant. Voilà. Et donc, à partir de samedi, il va y avoir aussi une série de conférences qu'on a appelée la poudre replay au cinéma MK2 quai de Seine. Et en fait, l'idée de la poudre replay, c'est de réécouter des épisodes anciens de la poudre parce que je me suis rendu compte que beaucoup de femmes aimaient les écouter plusieurs fois. Que des épisodes que j'ai mis en ligne peut-être en 2017, certaines personnes allaient tomber sur eux aujourd'hui et ressentir une émotion intacte. Donc l'idée, c'est que voilà, ces archives, elles sont encore vivantes. On peut les réécouter ensemble dans une salle sombre. C'est quelque chose qui est une expérience différente de l'écouter seul dans son casque, qui matérialise encore la communauté. Et ces rencontres, on va les prolonger avec une conversation avec l'invité. Donc la première session, la poudre replay, ce sera avec Amandine Gay, qui était l'épisode 8 de la poudre. On en est à 57 aujourd'hui. Voilà, d'ailleurs, vous êtes les bienvenus si vous voulez venir. C'est samedi à 11h au MK2 quai de Seine. Voilà, et en fait, ça c'est la surprise. Ça, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas du tout à avoir émergé. Il y a une communauté qui s'est constituée avec les invités
de la poudre. Et ça, c'est un peu magique. J'ai des petits frissons, tiens, en vous le racontant. En fait, les femmes que j'ai reçues dans la poudre, déjà, je suis très fière de vous annoncer que je suis devenue pote avec la plupart d'entre elles. C'est complètement fou. Elles arrivent dans la chambre d'hôtel où je fais l'enregistrement un beau matin. Je les ai jamais rencontrées et en partant, on se serre dans les bras et on se dit qu'on s'adore et on reste en lien et on continue à communiquer. Et finalement, ça a été un relais extraordinaire pour renforcer et étendre cette communauté. Déjà parce qu'elles-mêmes, comme l'émission en général, elles en sont contentes, elles en sont fières, elles la partagent auprès de leur propre audience. Mais au-delà de ça, elles continuent aussi à écouter la poudre et à partager les épisodes suivants, pas les leurs. Et puis moi, en retour, à chaque fois qu'elles sortent un livre, un film, qu'elles organisent quelque chose, qu'elles montent une asso, je suis très heureuse aussi de le relayer. Et finalement, la communauté de la poudre, le noyau dur, ce sont elles qui le constituent. Donc cette photo, elle a été prise lors d'une soirée organisée pour les 2 ans de la poudre, donc il y a un peu moins d'un an, un peu plus d'un an. Non, un peu moins d'un an. Et voilà, et sur cette image, il y a tellement de nanas extraordinaires, quoi. Il y a Najat Vallaud-Belkacem, Nassira El Moadem, Mélissa Lavo, Pénélope Bagieux, Elisa Rojas. Voilà, c'était une soirée vraiment géniale. Et d'ailleurs, au cours de cette soirée, il y a des projets qui sont montés, et il y a des livres, des films qui vont sortir dans les mois à venir, qui sont nés d'une conversation qui a eu lieu ce soir-là. Donc voilà, c'est assez magique. Et d'ailleurs, c'est quelque chose aussi, je pense, qui prouve qu'il y avait besoin de corriger en fait la façon dont les journalistes reçoivent les artistes, les activistes. Bien souvent, une femme qui a son portrait publié dans un magazine féminin, dans un quotidien, est pas contente, proteste, grimace. Moi, ça n'est jamais arrivé en général, juste simplement parce que j'ai laissé la parole se déployer. En général, les femmes qui ont fait la poudre, elles sont très contentes du résultat. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, grâce à la communauté de la poudre, on peut aussi changer les choses sur le plan politique. On peut mobiliser la communauté et finalement, l'intention féministe de départ, qui était dans la création du podcast, elle se répercute, elle devient encore plus puissante et permet de valoriser d'autres initiatives. Très vite, des associations, des clubs de femmes, des médias féministes m'ont sollicité pour me demander de relayer leurs initiatives, chose que j'ai toujours fait avec beaucoup de joie et beaucoup de fierté. Donc on a permis de parfois mettre en valeur un crowdfunding, faire signer des pétitions, rassembler des personnes à assister à une manifestation ou un rassemblement. On alerte sur les féminicides, sur les situations d'une journaliste marocaine. Enfin voilà, c'est un endroit en fait où finalement le contenu déborde le contenu du podcast même et devient aussi un lieu d'information, de mobilisation féministe. C'est aussi un endroit où les auditrices et les auditeurs se sentent en liberté de s'exprimer. Je reçois énormément de messages qui sont en fait des longues, j'allais dire confessions, mais c'est pas le bon mot, mais en fait les gens se confient très volontiers à moi et à l'équipe de la poudre, aux personnes qui gèrent les réseaux sociaux de la poudre, parce qu'il y a un sentiment de sécurité et qui rend, je pense, qui fait aussi évoluer les choses en profondeur. Et voilà, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais il y a quand même les réseaux sociaux de la poudre sont gérés à part des réseaux de nouvelles écoutes. On a une community manager qui s'occupe de toutes les émissions de nouvelles écoutes, mais la poudre, c'est tellement de travail, tellement d'interactions avec la communauté, que c'est une personne en particulier qui s'en occupe. Donc c'était pendant longtemps Zisla Tortello, aujourd'hui c'est Gaïa Marty. Et c'est un poste en fait qui est transversal parce que Gaïa m'accompagne autant dans la préparation des émissions, dans l'enregistrement, que dans cette communauté-là, parce que c'est impossible de dissocier les deux en fait. La poudre, quand elle parle par Twitter, par Instagram, elle sait ce qu'on fait, ce qu'on défend, et ça ne peut pas être un poste complètement neutre, quoi. Voilà, et puis parfois on s'emballe et puis on monte des manifs. J'avais cet exemple à vous montrer. Donc c'était la bibliothèque Marguerite Durand, qui est un fonds d'archives féministes qui est unique en France. C'est vraiment le seul fonds d'archives
exclusivement féministe qui a été créé au début du XXe siècle par une journaliste féministe qui s'appelait Marguerite Durand et qui a été menacée de fermeture l'hiver dernier, ou il y a 2 ans en fait. Et on s'est dit, qu'importe, on va mobiliser les poudreuses et leur demander de venir manifester devant la bibliothèque. Et elles sont venues en nombre. Et alors évidemment, il y a beaucoup d'associations aussi qui se sont joints au mouvement. Mais finalement, cette mobilisation a permis de sauver la bibliothèque. Donc c'était une grande fierté. On a aussi organisé un festival de musique au profit d'une association féministe, Les Effrontés, où on a eu la chance d'avoir Iseult, qui entre-temps est devenue énormissime, qui a chanté pour nous ce soir-là. On avait aussi également mis en ligne un message de mobilisation pour appeler à manifester avec nous toutes le 24 novembre dernier. Donc voilà, la poudre en fait, c'est une communauté qui se matérialise de plein de façons différentes en fait. C'est une communauté d'auditeurs et d'auditrices, une communauté de followers et de followers, mais c'est aussi une communauté d'activistes, de militantes qui sont engagées, qui n'hésitent pas à se déplacer, à s'exprimer, à aller dans la rue pour faire avancer les choses. Et ça m'a confirmé une intuition que j'avais au départ, c'est qu'un média, c'est forcément un levier politique. Et que c'est difficile de l'envisager, à mon sens, autrement que comme ça. Voilà, boum. J'ai terminé. Je voulais faire assez rapidement pour vous refaire ce petit passage en revue historique et thématique, mais surtout vous laisser la place pour me poser des questions, pour échanger avec vous. Donc voilà, à vous de jouer. Je suis à votre écoute. Oui ? Je crois qu'il y a un micro qui va arriver. Merci pour cette excellente présentation. Moi, ma question concerne votre business model. Comment la poudre vit ? Alors, comme je l'ai expliqué, la poudre, c'est quelque chose qui... ça appartient à un studio qui s'appelle Nouvelles Écoutes. Donc, c'est un studio de production de podcasts. Donc, la structure économique, c'est Nouvelles Écoutes, un studio de production de podcasts. On a un modèle économique hybride, en fait, qui se base d'abord sur la publicité. Donc très vite, en fait, dès les premiers épisodes de La Poudre, on a mis un petit espace. Alors à la base, c'était juste la marque de micro qui nous avait prêté un micro pour faire les enregistrements. On l'a remercié tout de suite avant le générique de l'émission parce qu'on a voulu tout de suite manifester aux annonceurs potentiels. Voilà, ici, il y a un espace d'1 minute qui est à vendre. Et donc les annonceurs sont très vite arrivés. Et d'ailleurs, c'est une très grande fierté. La Poudre a un taux de remplissage de 100%. Donc qui permet de financer grosso modo les coûts de production de l'émission. Mais Nouvelles Écoutes produit aujourd'hui 15 ou 16 podcasts qui n'ont pas forcément tous de la pub. Voilà, La Poudre, ça attire les annonceurs assez rapidement parce que grosse audience, parce que thématique aussi assez porteuse, mais ce n'est pas forcément le cas de tous nos podcasts. Et on se sert aussi du brand content. Donc Nouvelles Écoutes produit également en marque blanche des podcasts pour des marques. Par exemple, un des derniers podcasts qu'on a produit pour une marque, c'était Rookie pour Red Bull, qui est un documentaire qu'on a produit sur un jeune rappeur marseillais qu'on a suivi pendant plusieurs mois. On a fait un documentaire en immersion. C'est un travail qu'on adore faire parce que quand on travaille pour un annonceur, d'un seul coup, on peut plus s'amuser. Il y a des plus gros budgets de production. Pour Rookie, on a mis le paquet, on a pris un super compositeur, on a pu créer des effets sonores qu'on n'avait pas forcément les moyens de faire dans notre coin tout seul. Donc c'est un modèle très vertueux parce que finalement, grâce à l'argent qu'on gagne en faisant Rookie, on peut produire un podcast comme Impatiente, qui est un podcast sur le cancer du sein, qui coûte cher à faire, mais qu'on n'a pas besoin en fait d'avoir un annonceur pour le faire parce que voilà, en fait, c'est un peu ça notre modèle. C'est-à-dire que d'un côté, on fait de la production brand content et de l'autre, on produit des contenus toujours plus politiques, toujours plus militants avec l'argent qui rentre comme ça. Et puis aussi, on s'est rendu compte que finalement, un podcast, c'était une marque et qu'on pouvait décliner nos podcasts sous d'autres formes. Donc, je vous ai parlé de l'événementiel, mais un podcast peut pourquoi pas devenir un livre, une bande dessinée, un film, une émission de télé, des produits dérivés. C'est quelque chose qu'on a l'intention de développer dans les années à venir. Et puis, il y a encore autre chose qui est arrivé sans qu'on s'y attende vraiment, c'est qu'il y a j'allais dire une bataille, le mot n'est pas très joli, mais il y a un enjeu très fort pour les distributeurs de contenu audio, c'est d'avoir des contenus exclusifs. Et donc, voilà, des
des plateformes comme par exemple Spotify vont être intéressées pour payer une exclusivité sur un contenu. Donc voilà, on va très bientôt annoncer quelque chose de cet ordre-là. Et finalement, c'est très très excitant pour nous parce que le marché du podcast, il est en train de s'inventer, il est en train de se créer. On voit beaucoup de personnes sur Twitter qui présagent, qui analysent, etc. Moi, je crois qu'on ne peut pas vraiment savoir en fait que c'est vraiment en train de bouger tout le temps et c'est quelque chose de très très excitant sur le plan entrepreneurial de découvrir chaque jour en fait de nouvelles possibilités. Donc voilà, en tout cas, aujourd'hui, Nouvelles Écoutes, c'est une entreprise qui va bien. On a une vingtaine de salariés et voilà, on ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question sur vous disiez qu'au début, ce qui était important, c'est de réussir à parler aux femmes dans leur diversité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des datas là-dessus? Est-ce que vous savez si c'est le cas? Et est-ce que vous êtes satisfaite du chemin parcouru là-dessus? Par rapport à l'audience, est-ce que l'audience est diverse? Alors malheureusement, non, on n'a pas de data. Alors ça, c'est vraiment l'arlésienne du podcast. On en parle en permanence. On n'a pas des datas très précises. En fait, c'est assez compliqué parce que les podcasts vont être écoutés une partie sur Apple, une partie sur Deezer, une partie sur notre site, une partie sur SoundCloud. Enfin, voilà, on n'a pas la possibilité vraiment d'identifier très précisément les personnes qui nous écoutent. Bon, je sais que La Poudre, c'est 70% des femmes qui écoutent. Que c'est plutôt parisien. Mais malheureusement, on n'a pas de données plus précises que ça. Mais par contre, voilà, dans les événements, sur les réseaux sociaux, par les mails, les courriers que je reçois, oui, je sais que l'audience de La Poudre est très, très diversifiée. Et rien ne me rend plus heureuse que quand voilà, une jeune femme noire m'écrit en me disant mais merci, quoi, enfin, j'ai entendu en longueur et en nuance un parcours qui ressemblait au mien. Cela dit, je trouve que c'est très important de le souligner. Je pense que c'est important sur le plan politique et symbolique que toutes les femmes se voient représentées. Je pense que ça détend quelque chose et que voilà, c'est fondamental. Mais au final, ce que je trouve encore plus beau, c'est que c'est pas forcément à la femme qui nous ressemble le plus qu'on va s'identifier. Et ce serait complètement simpliste de penser que parce qu'on est une femme d'origine asiatique, le discours de Grassley va nous parler plus qu'à une autre, parce qu'au fond, c'est peut-être pour d'autres raisons qu'on va s'identifier à une femme qui a eu un parcours, par exemple, d'études ou de culture qui va ressembler au nôtre, ou un parcours professionnel qui va ressembler à un autre, ou un parcours émotionnel ou maternel qui va ressembler au nôtre. Et finalement, l'identification, elle est bien plus subtile et bien plus complexe que ça. Mais je pense que pour que cette nuance et cette subtilité émergent, il faut commencer par se mettre bien d'accord, on n'oublie personne. Voilà. Bonjour, bravo. Bonjour. Et merci. Merci. Une petite question, justement, je reviens sur la publicité et le brain content. J'imagine que forcément vous avez des annonceurs qui sont en affinité avec votre marque, parce que c'est un média, c'est une marque aujourd'hui, quoi qu'il en soit. Est-ce que vous incarnez un positionnement politique? Est-ce que vous vous refuseriez justement à faire du brain content ou de la publicité pour certaines marques qui viendraient vous voir? Oui. J'ai pas le droit de le dire, mais on a une liste noire. Ma commerciale me taperait sur les doigts si elle savait que je dis ça en public. Mais oui, bien sûr, il y a des marques et des groupes avec lesquels on ne peut pas envisager de travailler. C'est important. Faut être cohérent, quoi. C'est aussi par rapport à l'audience. Enfin, j'ai pas le droit de décevoir aussi les gens qui m'écoutent. Il faut que je sois extrêmement cohérente. Quand on porte des idées politiques avec autant de visibilité que je le fais, on ne peut pas se contredire tous les 4 matins. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les annonceurs qui viennent me voir, ils sont aussi en demande de ma lecture féministe des choses. Et parfois, je sais pas, pour vous donner un exemple, une plateforme qui vend des vêtements en ligne va avoir hyper envie que je parle des chaussures à talons. Et moi, je vais leur expliquer, non, je peux pas dire aux femmes mettez des talons. Si elles ont envie, oui, bien sûr, il n'y a aucun souci, mais je peux pas en faire le message. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez chaque année une bourse qui met en valeur une jeune créatrice haïtienne que vous avez mis en avant sur votre site. Je pourrais parler de ça. Ça, c'est plus intéressant. Et du coup, par la même occasion, il y a quelque chose de vertueux qui s'opère. Ou par exemple, on avait aussi proposé à Urban Massage, qui était une petite start-up qui permettait de commander des massages à domicile, de
de rendre la publicité encore plus vertueuse en offrant pour chaque massage commandé, plutôt que d'offrir une réduction à la personne qui commande le massage, d'offrir un massage à la Maison des Femmes de Saint-Denis. Donc il y avait derrière une démarche qui était généreuse, qui était un peu caritative. Et donc c'est aussi chouette parce qu'on peut faire preuve de créativité dans la pub et finalement un peu dédiaboliser cet outil-là qui est malheureusement nécessaire à la survie des médias, mais qu'on n'est pas obligé de transformer en quelque chose d'écrasant, bourré d'injonctions, qui échappe en fait aux médias qui l'a fait. Merci. Il y a une question là-bas. Bonjour. Moi j'avais une question sur votre format et sur le fait que vous soyez un podcast. Est-ce que vous l'avez un peu dit en filigrane, qu'il y avait une notion de proximité, d'intimité avec le podcast? Vous dites aussi que du coup la poudre s'étend et que devient aussi, peut être un événement, peut être une soirée, peut être un cinéma, enfin en tout cas une projection ou une émission en public. Quel est pour vous le rapport et la force finalement du format avec le succès de votre émission? Je pense que les podcasts, c'est génial, en fait. Enfin, je ne sais pas comment dire autrement. À l'origine du lancement de la poudre, il y avait la passion qu'on avait, Julien, mon associé et moi, pour les podcasts américains. On en écoutait plein. Moi, je sais que mon éducation féministe, je l'ai vraiment faite en écoutant des podcasts américains. Et en fait, on ne comprenait pas pourquoi il n'y en avait pas en France. Alors, à l'époque, en 2015, quand on a commencé à monter le projet, quand on disait podcast, les gens pensaient replay, France Culture, France Inter, etc. Il n'y avait que ça, en fait, sur l'application podcast de iTunes. Il n'y avait aucun podcast. Enfin, il y en avait, évidemment. Il y avait, par exemple, Binge Audio, qui a été assez pionnier. Mais ça restait, ou alors Arte Radio, évidemment, qu'il ne faut surtout pas oublier de mentionner. Mais ça restait quelque chose d'assez... un peu underground, un peu geek. C'était des émissions qui tournaient beaucoup autour des jeux vidéo, d'internet. Enfin, ça restait quand même réservé à une communauté un petit peu pointue, un peu spécialisée. Ça n'avait pas vraiment pignon sur rue, c'était pas très mainstream. Et nous, en tant que journalistes, on s'est dit, mais en fait, c'est une façon extraordinaire de s'informer, une façon efficace de s'informer, et une façon qui permet aussi d'avoir les yeux et les mains libres. Pour moi, c'est ça la puissance du podcast. C'est que quand on écoute une émission, on peut faire d'autres choses en fait. On peut regarder le paysage, on peut marcher dans la rue, on peut faire du sport, on peut dessiner, on peut faire la cuisine, faire le ménage, etc. On peut pas écrire en écoutant un podcast. Ça, c'est mon grand désespoir, c'est pas possible. Et donc voilà, donc je pense, on avait simplement la certitude que ce média allait s'imposer en fait, et qu'il y avait aucune raison pour que le marché américain soit si dynamique et que le public français n'y trouve pas aussi son compte. Donc voilà, je pense que tout simplement le podcast c'est un média qui est très efficace et quand on y goûte en général on tombe dedans quoi. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, je crois pas. Non, je crois vraiment pas. Je pense que c'est vraiment lié au format. Et puis je pense que une personne en général et une femme en particulier parle pas de la même façon quand elle n'est pas vue, quand elle n'est pas observée. Je me rappelle des toutes premières émissions de La Poudre, j'avais au téléphone des agents d'artistes qui me disaient « Est-ce qu'il y a un coiffeur maquilleur ?» Alors, je recommence. C'est de la radio, c'est que de la voix, il n'y a pas d'image. Et je ressentais souvent une forme de soulagement, genre « Oh, ça fait du bien !» Et je pense que voilà, les paroles que je recueille sont vraiment, vraiment très, très liées au format podcast sans image. Et pareil en presse écrite, si on devait retranscrire en intégralité les interviews de La Poudre, c'est des articles de 90 pages. Enfin, on dit beaucoup de choses en 1 heure. C'est impossible techniquement de retranscrire une interview avec autant de précision en l'écrivant. Donc voilà, je crois vraiment que le format du podcast était en fait le seul possible. Et aussi podcast par radio, parce que quand on fait un podcast, on pense quelque chose qui est destiné à être écouté n'importe quand, n'importe où. Et puis n'importe quand dans la journée, mais aussi n'importe quand aujourd'hui comme dans 5 ans. Et finalement, ça fait faire les choses différemment que quand on fait une émission de radio. J'anime aussi l'été sur France Inter une émission qui s'appelle Les Savantes. C'est aussi 1 heure, mais c'est pas pareil. Je suis soumise à des règles tous les quarts d'heure. Il y a une pause musicale, à -5, il y a le flash. Et finalement, on n'a pas exactement la même liberté. Moi, si au final mon entretien il dure 1h10, il dure 1h10 et rien ne m'oblige à le faire rentrer dans une case. Donc voilà, le podcast, c'est aussi cette liberté de format qui est vraiment jouissive en tant que journaliste. Merci. Oui ? Alors, à la toute
toute base, moi j'avais plusieurs inspirations en fait. C'est pas très féministe, mais moi j'adore le podcast de Alec Baldwin. Je ne sais pas si vous savez que Alec Baldwin a un podcast aux États-Unis qui est une interview où, en fait, qui est un peu le format de la poudre, où il revient tout simplement sur le parcours de son invité. J'adorais l'écouter, je prenais un grand plaisir à l'écouter. Donc je me suis beaucoup inspirée de lui. Je me suis encore inspirée d'un autre homme qui est Jacques Chancel, qui dans les années 60-70 faisait une émission qui s'appelait Radioscopie, où il y avait un côté temps long, un côté très calme qui m'a beaucoup inspirée. Voilà, ça c'était un peu les inspirations de départ. Mais aujourd'hui, j'écoute beaucoup de podcasts, notamment les podcasts de mes amis Victoire Toyon, Les couilles sur la table, qui fait un travail extraordinaire et vraiment, je trouve, très complémentaire de celui de la poudre, parce qu'on ne peut pas faire de féminisme sans décortiquer les masculinités. Le podcast aussi de Charlotte Bien-Aimée, un podcast à soi. Voilà, enfin, j'en écoute vraiment beaucoup en fait. J'écoute aussi les podcasts d'écologie. J'aime bien Présage, podcast un peu collapsologiste, mais j'aime bien ça. Voilà, enfin, j'en écoute en fait des dizaines toutes les semaines. Je continue à essayer de suivre le rythme, mais il y en a tellement qui se sont lancés aujourd'hui que c'est un peu compliqué. J'aime bien Yes Podcast aussi, le podcast de Païta Schneck sur les victoires contre le sexisme du quotidien. Voilà. Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis désolé, j'ai raté le début, donc si jamais, bon voilà, dites si je me répète, mais j'avais une question en 3 parties. La première, c'était, vous avez parlé de la force de la communauté, du caractère très affinitaire entretenu avec les auditrices et les auditeurs du podcast. Est-ce que vous avez des données même très macro, au-delà de la segmentation socio-démo, etc., mais sur le volume de personnes qui écoutent du coup chaque épisode en moyenne? Et par ailleurs, on a des chiffres un peu aux États-Unis sur, parce qu'ils en parlent beaucoup plus, le marché est un peu plus mature, sur le volume minimum à atteindre pour commencer à intéresser les annonceurs. En France, vous l'estimez à combien? Et est-ce que le fait d'avoir cette communauté très très dense, ça permet également de baisser un petit peu ce plancher, au lieu de dire bah oui, nous on a un énorme volume, on fait 200 000 ou 300 000 par épisode, nous c'est moins, mais la communauté est très forte, très soudée, très engagée. Et voilà, et du coup, ça permet un petit peu de réduire un peu les attentes des annonceurs. En fait, alors attendez, vous avez tellement de questions dans votre question que je ne sais plus quelle était la première. Alors l'audience de la poudre se compte en centaines de milliers d'auditeurs. Ensuite, voilà, il y a un choix, il y a une politique en interne à Nouvelles Écoutes, c'est qu'on ne donne pas l'audience de nos émissions individuellement, parce que on n'a pas envie en fait de hiérarchiser nos émissions en fonction de leur audience. On a des émissions qui n'ont pas une audience qui se compte en centaines de milliers d'auditeurs, mais qui sont aussi importantes pour nous sur le plan éditorial. Donc voilà, le chiffre précis d'audience de la poudre, je ne le donne pas, mais c'est plusieurs centaines de milliers. C'est aussi, on est à 6,5 millions de téléchargements depuis le lancement. Donc voilà, c'est un chiffre qui ne veut pas dire grand-chose en vrai, mais que je trouve joli. Ensuite, sur cette histoire de plafond, ça fait partie des choses que je lis, que je vois passer sur Twitter. Tout le monde sait qu'en dessous de 100 000 personnes n'attirent d'annonceurs. En fait, c'est faux. C'est pas vrai. On a des exemples en permanence. On a des podcasts qui trouvent un annonceur avant même d'avoir été lancé, en fait, avant même qu'on ait pu démontrer que ce podcast allait avoir une audience importante, parce que le message est fort, parce que le travail est de qualité. Et puis on a aussi constaté que la communauté les auditeurs et auditrices de podcasts sont une communauté très engagée. On sait par exemple que quasiment personne ne zappe la pub. C'est très facile sur les applications, il y a un petit bouton qui permet de sauter de 15 secondes. On sait que sur la poudre, il n'y a même pas 10% des auditeurs et auditrices qui zappent la pub. Les gens l'écoutent en fait. Et les annonceurs savent au fond qu'en mettant un message dans la poudre, peut-être qu'ils vont toucher moins de gens qu'en mettant une pub aux 20h de TF1 ou en 4e de couve de je sais pas quel magazine hebdomadaire. Mais par contre, les gens qui vont toucher, ils vont vraiment les toucher. Ils vont vraiment rentrer dans leur cœur, j'ai envie de dire. Donc je crois que c'est encore quelque chose qui est un peu dématérialisé en fait, et que évidemment un podcast qui a une grosse audience va attirer plus d'annonceurs, c'est logique, mais ça ne se joue pas qu'à ça en fait. C'est plus abstrait, c'est plus émotionnel que ça, je crois.
Bonjour. Bonjour. Alors ma question va être, je ne sais pas si on m'entend en fond, mais alors ma question va être simple. On ne va pas parler d'audience ni d'argent, etc. On va plutôt parler du message. Une personne aujourd'hui qui veut lancer son propre podcast ou qui a un podcast jeune, lui donner quel conseil tout simplement? Alors c'est une question qu'on me pose très souvent, donc j'ai une réponse toute prête. Déjà, le premier conseil que je donne, c'est de faire attention à la qualité sonore. Moi, vraiment, le nombre de fois où on m'envoie un lien avec vers un podcast dont la personne qui l'a lancé a l'air super, le sujet est chouette, et j'écoute, et j'ai mal aux oreilles, ça crapote, il y a des bruits de fond, il y a des grésillements et tout ça, c'est pas possible. C'est hyper important que ce soit agréable à écouter. D'ailleurs, je dis ça, mais quand j'écoute les épisodes de la saison 1 de La Poudre, ça me fait mal aux oreilles parce qu'on avait à l'époque pas les moyens d'avoir des super micros, on n'avait pas encore d'ingé son, etc. Donc on faisait un petit peu ça, même si on a tout de suite pris une réalisatrice sonore qui nous a sensibilisés à ça. Voilà, je pense que c'est très important d'enregistrer un podcast dans des bonnes conditions, dans un endroit où il n'y a pas de moto qui passe. Ça paraît bête, mais c'est pas si facile que ça à trouver. De prendre aussi un mixeur ou une mixeuse qui va améliorer la qualité du son derrière. Une oreille pas habituée va pas forcément comprendre l'intérêt du mixage. D'ailleurs, moi j'ai vraiment mis plusieurs semaines, plusieurs mois à capter ce que faisait le mixeur. Mais en fait, c'est très 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 important que la qualité sonore soit au rendez-vous. Voilà, un podcast qui est pas agréable à écouter, on va pas le réécouter une deuxième fois en fait, même si le contenu nous intéresse. Mon deuxième conseil, c'est d'être soi-même. Moi, ça m'attriste un peu parce que je trouve que ça se copie beaucoup dans le podcast. Même parfois, je retrouve dans des podcasts que j'écoute des choses qui sont des copier-coller de mes formulations ou de mes intonations. Et je trouve ça con parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, j'ai fait La Poudre en disant je vais être moi, je vais parler comme moi je parle. Et j'ai envie d'entendre comment vous parlez, quoi. Donc, je pense que c'est en étant vraiment authentique, en étant vraiment sa propre personnalité, en portant vraiment des idées dans lesquelles on croit, qu'on fait marcher un podcast. Je pense que l'opportunisme, se dire ah c'est le sujet du moment, ah il y a un truc à faire là, sur le long terme ça tient pas, ça tient pas 4 ans. Et voilà, et mon troisième conseil, c'est de s'appuyer sur les réseaux sociaux et d'essayer de prolonger le contenu du podcast hors de l'aspect purement dématérialisé des plateformes d'écoute. Faut que le podcast existe aussi ensuite sur d'autres plateformes et que la communauté est un endroit où adhérer, et où se retrouver, où se parler, etc. Voilà. Merci. Merci pour la qualité de l'intervention et le partage. Merci à vous. Et justement, en fait, quand est-ce qu'on se dit qu'on n'a pas une audience, on a une communauté? Vous en parliez, est-ce que c'était quelque chose que vous recherchiez dès le départ ou il y a certains signaux qui vous ont fait dire que vous aviez plus qu'une audience? Oui, c'est une très bonne question. Comme je vous le disais au tout début, cette communauté, je pense que je l'ai matérialisée dans ma tête avant qu'elle existe. Moi, j'étais vraiment révoltée, en fait. J'étais en colère. J'avais une colère féministe en moi. Et je me disais, c'est pas possible que je sois la seule à ressentir ça. J'avais envie d'aller chercher en France, ou d'ailleurs dans le monde, parce que la communauté francophone, elle dépasse largement les frontières de l'Hexagone, des femmes qui pensaient comme moi. Et voilà, et je savais pas combien elles étaient, je savais pas si elles étaient 5 000 ou 50 000, mais j'avais vraiment ce désir-là, oui, très profond, d'aller chercher plus qu'une audience, d'aller chercher des personnes avec qui elle allait avoir, qu'est-ce qu'on entend par communauté? Finalement, c'est des valeurs communes, quoi. Donc ça, je l'avais vraiment visualisé. Et je pense que c'est important, en fait. C'est pas arrivé par hasard, c'est arrivé parce que j'ai voulu la faire émerger. Et d'ailleurs, ça donne lieu parfois à... souvent dans des débats, on va dire ah mais il faut donner il faut contredire, on peut pas être biaisé, on peut pas défendre qu'un point de vue. Mais en fait, si. Enfin, désolé, mais non quoi. Moi, je défends un point de vue. Je parle d'un point de vue très situé. Je m'en cache pas et je suis pas là pour neutraliser ce qu'on raconte. Je parle vraiment dans un sens politique. Je pousse dans un sens. Ça fait que voilà, c'est pas une simple audience à laquelle je m'adresse, c'est une communauté. Et le jour où je l'ai réalisé, je crois que c'est les premiers événements en fait. Quand on a mis en ligne un peu tremblante les premiers liens aux events en se demandant si on allait réussir à rassembler 40 personnes dans un mois et qu'en fait au bout de 5 minutes elles étaient là, on s'est dit ah ouais, il y a vraiment quelque chose qui existe. Et puis aujourd'hui voilà, je la ressens par les messages que je reçois quoi. C'est pas des messages de 2 lignes,
c'est des partages comme on en ferait avec sa meilleure amie ou sa sœur, et c'est quelque chose qui me... J'ai presque envie de pleurer, tiens. Qui me bouleverse et qui est, je pense, assez propre, je dirais, au podcast en général, mais aussi aux médias féministes en particulier. J'ai un peu chaud. Bonjour, déjà merci pour la poudre. J'écoutais encore ce matin l'épisode avec Clara Luciani, donc pour moi ça agit un peu comme de la ASMR, votre podcast. Wow. C'est vraiment hyper reposant. Et ce que je voulais, ma question en fait concerne les hommes justement. On parle beaucoup d'auditrices. Est-ce qu'il y a des auditeurs qui vous ont écrit des messages, qui vous ont remercié, qui vous ont dit bah voilà, j'étais pas féministe ou j'en avais rien à faire, et puis le podcast m'a fait repenser certaines choses. Est-ce que du coup, est-ce qu'il y en a, et est-ce que du coup pour vous, vous le voyez comme une réussite, comme une victoire? Oui, il y en a. Il y en a de plus en plus. Il n'y en avait pas du tout la première année. Vraiment zéro. Hein. La deuxième année, il y en a quelques-uns qui sont un peu timidement venus se manifester. Et là, aujourd'hui, finalement, je reçois presque autant de messages d'hommes que de femmes. Parce que je crois que les hommes qui tombent dans la poudre sont ils ont vraiment envie de le dire, quoi. Ils sont choqués, ils sont heureux et ils ont envie de le partager. Après, c'est important de dire que très souvent, les hommes qui écoutent la poudre l'écoutent parce que leur épouse, leur fille, leur sœur, leur mère, leurs collègues, femmes l'a mis dans la voiture ou dans leurs oreilles à un moment donné. Et donc c'est quand même vraiment beaucoup grâce à l'action des auditrices que les auditeurs se manifestent aujourd'hui. Mais je sens des lignes bouger. Je sens vraiment des lignes bouger et ça me fait vraiment plaisir. Et puis ce qui est chouette aussi, c'est qu'au début, c'était beaucoup des papas qui disaient j'ai une fille, etc. Alors c'est super, mais c'est dommage qu'on ait besoin d'avoir une fille pour se rendre compte qu'il y a un problème de discrimination sexuelle dans la société. Et de plus en plus, c'est des auditeurs spontanés qui ne parlent pas que en tant que père. Et ça, c'est chouette. Je crois qu'on a bientôt terminé. Voilà, on va prendre une dernière question. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, vous disiez c'est pas toujours facile de trouver un lieu pour enregistrer son podcast. Donc ma première question, c'est est-ce qu'il y a des lieux qui en fait sont ouverts aux podcasteurs et qui permettent d'enregistrer dans les bonnes conditions? Et la deuxième question, vous disiez également que certains podcasts commencent dès le début avec de la pub. Il y a déjà des annonceurs intéressés, c'est ça, si je me trompe pas. Est-ce que c'est le bon plan, en fait, alors qu'on n'a pas encore de communauté et d'auditoire installé, de commencer avec déjà de la pub au début du podcast? Alors concernant les lieux, malheureusement, des lieux comme ça ouverts aux podcasteurs, à ma connaissance, il y a plein de studios de podcasts dans Paris, mais voilà, il faut un peu les chercher, puis il faut payer, hein, évidemment. La chambre d'hôtel dans laquelle j'enregistre la poudre, finalement, c'était un peu une obligation. J'étais là, je cherchais comment faire pour avoir un lieu pour enregistrer. Et c'est une idée qui m'est venue, en proposant à l'hôtel qui m'accueillait une petite visibilité en échange. Voilà, c'était un... Ouais, voilà. Bon, il n'y a pas d'argent en jeu, mais c'est un échange de visibilité, disons. On a installé les choses comme ça. Donc les lieux de podcast, non. Mais je vous annonce un petit scoop. Au mois de décembre ou de janvier, il y a un lieu qui s'appelle la Cité de l'Égalité qui va être inauguré près du Jardin du Luxembourg par la Fondation des femmes, qui va être un lieu d'accueil pour les femmes victimes de violences, mais aussi un lieu où il y aura des événements, des conférences féministes et des associations qui auront des permanences là-bas. Et on a décidé... il va y avoir un studio La Poudre qui sera ouvert à toutes les femmes là-bas. Justement parce que ces lieux n'existent pas, j'ai eu envie d'offrir aux femmes, et particulièrement aux femmes militantes ou aux femmes victimes de violences, la possibilité d'avoir un micro, une cabine de son et un endroit où enregistrer des podcasts. Donc voilà, c'est un début de réponse. Et concernant les annonceurs, non, moi justement, je crois que ça aurait été hyper malvenu d'habituer les auditeurs et auditrices de La Poudre à écouter une émission sans pub. Puis un beau matin de faire hey, surprise, en fait on gagne de l'argent. Je trouve que c'était au contraire une décence de base de tout de suite de me donner avec transparence les modèles économiques. Et d'ailleurs cette transparence-là, elle est clé dans les messages publicitaires que je dis moi dans ma voix. Je dis toujours très clairement ce podcast est rendu possible avec le soutien de telle marque. Il n'y a pas de flou, ceci est de la pub. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que ça passe très bien, c'est qu'il n'y a pas de loup, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence. Bonne journée à toutes et à tous.